Donc après le panorama sur le matériel végétal, je vais essayer de vous donner en 15 minutes uniquement quelques focus en termes d'itinéraire de production, que ce soit viticole ou œnologique, qui apparaissent en fait comme des leviers pour relever le défi de la production de vins blancs fruités. Alors d'abord, quand on parle de vin blanc fruité, de quelle palette de profils aromatiques parle-t-on? Donc si on prend les profils de base, et dans un point de vue d'aromaticien, on peut distinguer 3 types de profils. Des vins aux arômes fermentaires, donc bien évidemment les composés clés qui expliquent l'arôme de ces vins sont des composés synthétisés par la levure en fermentation, avec 2 grandes familles que sont les esters éthyliques et les acétates. Vous avez ensuite des vins aux notes terpéniques, et nous en avons parlé au travers de certaines variétés comme les muscats, ou des variétés qui, en termes aromatiques, sont apparentées, Gewürztraminer, Albarino et, dans une moindre mesure, Riesling, dans lesquels les composés clés sont là des composés d'origine variétale, donc présents dans le raisin, avant la vendange, et essentiellement donc des terpénols aromatiques dont je vous ai listé 4 représentants. Et enfin, et on en a longuement parlé avec le cas du Sauvignon, bien évidemment les vins aux notes thioles affirmées, dont les composés clés sont au nombre de 3, c'est les fameux thiols variétaux, mercaptohexanol, son acétate et la mercaptopentanone, dont les dignes représentants sont le Sauvignon, le Colombard, mais pas uniquement, puisqu'on s'aperçoit, notamment pour le mercaptohexanol, qu'on le retrouve dans de nombreuses variétés quand les itinéraires de production sont adaptés à la biogénèse de ces composés-là. Donc bien évidemment, ce sont les couleurs de base, si je reprends l'image de la palette, et toutes les combinaisons sont possibles, soit en choisissant des itinéraires de production particuliers, soit bien évidemment en faisant appel à l'assemblage pour générer des profils, combinaisons de ces différents profils de base. Alors, on va rentrer un peu dans la chimie, mais très rapidement. Pour bien piloter ces différents profils, il faut avoir quelques notions de base sur leur voie de biogénèse. Alors, je vous ai pris sur la base des 3 profils les voies de biogénèse des composés clés. Donc vous avez ici les biogénèses des esters éthyliques et acétates d'alcool supérieur. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que notamment pour les acétates d'alcool supérieur, le maillon initial, ce sont les acides aminés que la levure métabolise. Et un des sous-produits de cette métabolisation d'acides aminés, c'est la formation de l'alcool supérieur. Les esters éthyliques sont, eux, formés par la métabolisation des sucres. Et vous voyez, et c'est l'hybridation des couleurs, qu'il y a une certaine interconnexion entre les 2 métabolismes, sucre et acides aminés, pour piloter la genèse des acétates d'alcool supérieur. Donc, je ne rentrerai pas plus dans le détail. Pour les terpénols, si l'on regarde, alors j'irai encore moins dans le détail parce que les voies de biosynthèse dans la baie, je vous rappelle que ce sont des composés variétaux, sont extrêmement complexes. Par contre, ce qu'il faut que vous gardiez à l'idée, c'est que ces composés sont présents sous forme libre, c'est-à-dire directement odorantes, dans la baie de raisin, dans le mou et dans le vin, mais également sous forme liée, donc liée spécifiquement à des sucres. Et si cette forme-là est totalement inodore quand elle est donc glycosylée, il y a moyen, soit par hydrolyse chimique, soit par l'ajout d'enzymes, de révéler ce potentiel aromatique et donc de générer les terpénols odorants en bleu dans les vins blancs secs notamment. Pour les thiols, vous voyez que les voies de biogénèse sont encore plus complexes. Retenons simplement que les 2 voies essentielles, majoritaires, font intervenir des précurseurs présents dans les raisins, qui sont des dérivés d'acides aminés, soit des conjugués à la cystéine, soit des conjugués au glutathion, et que ces précurseurs sont clivés pour former les thiols correspondants par la levure au cours de la fermentation alcoolique. Donc on a affaire à des composés variétaux, mais c'est bien au cours de la fermentation alcoolique qu'ils sont révélés donc, pour libérer le 3-mercaptohexanol et la 4-mercaptopentanone. L'acétate du 3-mercaptohexanol, lui, est formé comme les acétates d'alcool supérieur par estérification par la levure directement
Il n'y a pas de précurseur de ce composé dans les raisins. Donc voyons maintenant comment favoriser la formation de ces composés. Alors bien évidemment, vu la diversité des voies de biogénèse, il ne va pas y avoir une seule réponse et un seul facteur qui va permettre de favoriser ces composés. Ce que l'on peut dire de manière générale, c'est que pour les composés variétaux, donc les terpénols et les thiols variétaux, bien évidemment, une grande partie du jeu va se dérouler au vignoble, puisque c'est là que sont formés les précurseurs dans le raisin. Ensuite, les différentes grandes étapes de la vinification vont jouer leur rôle. Les opérations préfermentaires, où en vinification en blanc, on va réussir à plus ou moins extraire certaines familles de précurseurs d'arômes variétaux, mais nous verrons que ces opérations préfermentaires peuvent avoir aussi des impacts différents qu'une simple extraction préférentielle de ces composés. Les conditions de fermentation sont évidemment primordiales, à la fois pour les thiols variétaux et pour les esters fermentaires, bien évidemment. Et enfin, notamment pour les thiols variétaux, qui sont des composés extrêmement sensibles une fois qu'ils sont libérés à l'oxydation, une maîtrise des conditions post-fermentaires est absolument nécessaire. Voyons donc quelques focus tout au long de la chaîne de production. Donc d'abord au vignoble. On peut évidemment jouer, concernant les composés variétaux, sur la date de récolte. Et je vous ai mis deux graphiques. Le premier concernant les terpénols et leur évolution, soit sous forme libre ou liée au cours de la maturité. Et vous voyez que pousser la maturité peut permettre d'augmenter fortement le potentiel en terpénol et donc qui peut être libéré par la suite dans les vins. Pour les vins à type thiol, vous avez l'exemple du colombard. Le message que je voudrais vous délivrer, c'est qu'il n'y a pas deux situations identiques par rapport au choix de la date de récolte et que selon le site d'implantation de la vigne, le pédoclimat, disons, des récoltes précoces ou tardives peuvent être préconisées. Et donc, c'est véritablement une connaissance de son vignoble qui permet de bien déterminer la date de récolte pour ce type de variété ou ce type de profil de vin. Autre aspect, le pilotage de la contrainte hydrique, toujours au vignoble. Donc, vous avez sur le graphique à ma droite l'effet bénéfique d'une contrainte hydrique très modérée sur la teneur, ici en précurseur de la mercaptopentanone dans les vignobles bordelais. Donc, ce qui justifie, dans des situations où l'alimentation hydrique n'est pas suffisante, de concourir à de l'irrigation. Pour le graphique à ma gauche, vous voyez que cette irrigation, le positionnement de cette irrigation pour éviter des contraintes hydriques avant véraison ou après véraison est important et que l'on peut avoir de bons résultats en éliminant toute contrainte hydrique avant véraison, en termes ici de production de thiol dans les vins, c'est-à-dire précurseurs libérés au cours de la fermentation, donc de manière très intégrée. Dernier aspect que je souhaitais développer, c'est un aspect qui s'est grandement répandu en termes de techniques viticoles, notamment donc pour les vins, la production de vins en autothiol, c'est la pulvérisation d'azote foliaire, donc sous forme d'urée, dont vous voyez que la quantité d'azote pulvérisé permet un gain en azote assimilable dans les mous et un gain en thiol, donc c'est toujours en ordonnée le gain, qui est différent selon que le vignoble initialement produisait beaucoup de thiol ou moins de thiol, avec un effet donc pour les vignobles qui produisaient moins de thiol spectaculaire, puisqu'on peut augmenter par 5, plus de 5 les teneurs en thiol dans les vins par cette technique. Cette technique n'a pas qu'un effet sur les thiols, elle a également un effet sur les acétates d'alcool supérieur via l'augmentation des acides aminés qu'elle provoque dans les mous. Et vous voyez qu'elle peut être tout à fait préférée à l'ajout de sel ammoniaco souvent réalisé en cave pour augmenter la teneur de ces composés d'arômes intéressants dans les vins jeunes. L'effet en fait, de la pulvérisation d'azote au niveau des thiols n'est pas tant l'augmentation des précurseurs dans la baie, mais l'augmentation de l'azote assimilable et de la part azote aminé de l'azote assimilable. Et nous verrons comment cette composition en azote différentielle
permet une meilleure libération d'éthiol dans les vins. Passons à la vinification, les opérations préfermentaires. Bien évidemment, comme de nombreux composés variétaux, les terpénols, mais également les précurseurs d'éthiol sont essentiellement, préférentiellement situés dans les pellicules des baies. Et donc, toutes les opérations de macération pelliculaire vont permettre d'accentuer leur extraction et leur transfert dans les mous, et donc sont tout à fait intéressantes pour produire des vins avec ces notes aromatiques. La macération pelliculaire n'est pas l'unique technique préfermentaire que l'on peut privilégier, notamment dans le cas d'éthiol. Nous avons pu remarquer que la stabulation liquide des mous à froid, donc après l'élaboration des mous, stabuler les mous sur des bourbes fines, permet, vous voyez sur le graphique à ma gauche, une augmentation notoire du 3-mercaptohexanol dans les vins, qui est vraisemblablement à relier par un début d'hydrolyse des précurseurs, donc glutathionylés ou cysténylés, dans les mous. Donc là également, une technique qui est peut-être compliquée à mettre en œuvre, notamment en termes de maîtrise, et qui nécessite de nombreuses frigories, mais qui peut être un levier important pour les vins de type thiol. Passons au pressurage, étape importante évidemment en vinification en blanc. Alors simplement pour vous donner quelques idées sur l'impact de l'oxygène et de la maîtrise de l'oxygène au niveau du pressurage, qui a souvent été mise en avant dans la production des vins de type thiol. Bon, il s'avère qu'en fait, ce n'est pas si systématique que ça et qu'un inertage des mous n'est pas forcément bénéfique tout le temps pour toutes les variétés et tous les types de raisins au sein d'une même variété pour produire des vins à type thiol. Vous avez ici notamment l'exemple sur le graphique à ma gauche d'une composition conjuguée au glutathion du 3-mercaptohexanol plus importante dans un pressurage traditionnel que dans un pressurage sous gaz inerte. Un des gros avantages, en revanche, du pressurage sous gaz inerte, c'est qu'il permet de maîtriser l'oxydation totalement, puisqu'on la limite extrêmement, et qu'on peut ensuite ajouter de manière maîtrisée les teneurs d'oxygène que l'on veut dans les mous, ou les teneurs d'oxygène dont le mou a besoin, et donc de ne pas subir l'oxydation comme dans un pressurage traditionnel. Étape de la fermentation alcoolique, une étape clé, simplement quelques focus pour l'éthiol toujours. Évidemment, la souche de levure, l'importance du potentiel intrinsèque de différentes souches de levure à révéler d'éthiol, et vous voyez que tout le monde n'est pas au même rang à ce niveau-là. Effet de la température également, contrairement à ce que l'on peut remarquer, notamment pour les composés fermentaires, où ce sont des plus basses températures qui permettent d'en avoir plus dans les vins, que ce soit un effet métabolique ou une plus grande rétention dans les vins au final, vous pouvez remarquer que pour l'éthiol, selon le type de levure, et là je vous mets deux exemples, on peut avoir un impact différent et des températures plutôt élevées pour de la vinification en blanc, qui s'avèrent, pour ces deux types de levures, plus favorables à la libération d'éthiol dans les vins. Revenons à l'azote, mais du côté cave. Ce que nous avons pu démontrer, c'est que le métabolisme azoté de la levure, et en fait sa régulation par rapport à la composition du mou, pouvait avoir un impact important sur la libération d'éthiol. En fait, ce que nous avons démontré, c'est qu'un excès d'ammonium au début de la fermentation était défavorable à l'entrée, c'est ce qui vous est schématisé sur le schéma de droite, à l'entrée d'un certain nombre de précurseurs dans la levure les premiers jours de la fermentation, et donc au final à une moindre libération de thiol dans les vins. Donc ceci est tout à fait d'importance. C'est à relier avec l'effet de la pulvérisation d'azote foliaire au vignoble qui augmente la partie aminée et donc qui favorise, qui empêche, qui limite ce mécanisme de répression de l'entrée des précurseurs dans la levure. Mais c'est également d'importance quant au choix du type de nutrition azotée que vous pouvez avoir en cave pour limiter des carences azotées. Et vous voyez dans cette expérimentation que tous les nutriments plutôt de forme aminée, Fermed O ou Fermed O OptiWhite, permettent au final,
sur 2 souches de levure que nous avons testées, d'augmenter la teneur en thiol dans les vins. Et donc une nutrition azotée de type aminé est intéressante au début de fermentation. Même chose d'ailleurs pour les acétates d'alcool supérieur, puisque nous avons cette liaison avec le métabolisme azoté. Pour terminer, dernier point sur la conservation des vins, donc les aspects post-fermentaires. Je vais passer très rapidement sur les mécanismes impliqués. Pour les thiols, sachez que ce sont des mécanismes soit d'oxydation, soit de piégeage irréversible sur des composés, des polyphénols oxydés, et que donc, bien évidemment, les principaux leviers d'action sont sur la maîtrise de l'oxydation. Donc, soit par des niveaux d'antioxydants SO2 libre, acide ascorbique ou autres, bien maîtrisés. Également, les quantités de polyphénols, de fer et de cuivre qui doivent être maîtrisées, mais ceci en amont, au niveau du mou, par des opérations de collage. Et enfin, tout le pilotage de l'oxygène dissous entre la fin de fermentation alcoolique et l'embouteillage, avec un focus important sur l'oxygène dans l'espace de tête des bouteilles, qui s'avère un facteur très important au-delà du transfert d'oxygène via les obturateurs choisis. Donc pour conclure, vous voyez que la maîtrise des composés clés des vins blancs est une démarche multifactorielle. On peut quand même sortir un invariant dans cette maîtrise-là, c'est l'azote, que ce soit au vignoble ou en cave, qui apparaît véritablement un levier très efficace pour piloter à la fois les teneurs en thiol et en ester des vins, et donc les profils correspondants. Gardez à l'idée également que la maîtrise simultanée des 3 types de composés dont nous avons parlé au début est quasiment irréalisable, puisque certains facteurs sont tout à fait antagonistes. La date de récolte sur certaines parcelles, la température de fermentation, par exemple, entre thiol et ester. Donc, par rapport à ça, il vaut mieux privilégier des profils bien affirmés de vins de base et jouer ensuite avec l'outil de l'assemblage pour adapter véritablement finement les profils aux différents marchés. La clé de la réussite là-dedans, c'est d'avoir véritablement des vins de base très différents pour élargir les possibilités de formulation et adapter les différents profils de vins à produire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Rémi.